des taux et du marché obligataire pour entamer cette émission de la mi-journée sur Bismart avec Nicolas Leprince qui est à nos côtés en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être là et merci de vous prêter à un exercice qui n'est pas simple, celui d'essayer d'extraire les messages du marché obligataire. Je mets toujours beaucoup d'avertissements par rapport à ça parce que les déterminants des taux sont quand même multiples, complexes, changeants. Et c'est intéressant de raisonner en creux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette hausse de taux? Pour commencer, peut-être qu'est-ce qu'on ne trouve pas derrière ce mouvement de remontée des taux longs, alors qui s'est un peu accéléré ces derniers jours, mais qui a commencé il y a peut-être un mois de ça environ. Oui, c'est ça. Le point bas des taux était atteint aux États-Unis plutôt début août. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est ce que ça ne veut pas dire. Ouais. Voilà. Donc on est passé de 1,15 grosso modo à 1,50 aujourd'hui. 1,50 aujourd'hui. On n'est pas sur une accélération de l'inflation. L'inflation aux États-Unis, si on prend uniquement les États-Unis, on est sur des inflations qui sont élevées, qui vont rester élevées d'ici à la fin de l'année et même sur le premier semestre de 2022. Mais quand on regarde les indicateurs d'inflation, les anticipations d'inflation aux États-Unis, elles n'ont pas bougé, en fait. Donc on n'est pas sur une hausse de taux qui est liée par les anticipations d'inflation. L'autre indicateur qu'on regarde beaucoup, c'est ce qu'on appelle la prime de terme. La prime de terme sur les taux d'intérêt américains, la principale composante de cette prime de terme, c'est la volatilité de l'inflation. Cette volatilité de l'inflation, elle n'a pas beaucoup bougé. Quand on regarde les break-even US, ça ne bouge pas, contrairement en zone euro. Donc on n'est pas sur une accélération de l'inflation. Certainement qu'en 2022, lié à des effets sur tout ce qui est les loyers imputés, on peut avoir plus d'accélération sur la deuxième partie de 2022, mais on n'est pas sur quelque chose qui amène plus de volatilité sur les taux. Sur ce n'est pas non plus, c'est pas une accélération de la croissance. Quand on prend les chiffres aux États-Unis, on prend les chiffres en zone euro, en Chine, on voit que ça ralentit et on ne pense pas que ça rebondisse vraiment rapidement, peut-être Q1, Q2 2022, mais c'est vrai que Q4, il n'y a pas d'accélération. Quand on prend la zone euro, c'est bien, mais on est plutôt topiche, toujours sur ces indicateurs. Et aux États-Unis, si on fait le détail entre l'activité des entreprises, où là, quand on prend des indicateurs assez avancés, qui sont les nouvelles commandes, moins les inventaires, on est sur des niveaux qui sont hauts, mais qui n'accélèrent plus. On est aussi du côté du consommateur un peu bloqué par l'inflation. Et ça se retrouve dans la confiance du consommateur qui est encore sorti hier, vous l'avez dit, à des plus bas, et surtout les composantes d'anticipation des consommateurs sur leur consommation future. Et encore, les intentions d'achat sont assez négatives. Exactement. Donc tout ça, ça n'explique pas la hausse des taux. Donc c'est une hausse de taux qui est très différente de ce qu'on avait vécu par exemple au premier trimestre de cette année, c'est ça? Au premier trimestre de cette année, on sortait des élections en Géorgie qui donnaient la majorité au Sénat. Tous les momentum étaient en accélération. On était en accélération sur l'inflation, sur la croissance, sur le momentum fiscal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains de ces composants qui vont revenir, mais ce n'est pas ce qui explique la hausse de taux. Bon. Qu'est-ce que ça peut être alors, Nicolas? C'est comme d'habitude, c'est une réaction de marché un peu trop, à notre sens, épidermique sur un peu le changement de ton et le dernier FOMC. Donc le sujet, c'est pas la macro, c'est la politique monétaire. Exactement. On vient d'une séquence où Powell, Jérôme Powell, donc le chairman de la Fed, se battait pour sa renomination. On sait que janvier-février, il doit être renommé. C'est une décision qui est prise par le président. Ça devrait arriver dans les tout prochains jours. Et ça l'a incité certainement à avoir un discours très accommodant dans sa vision de la politique monétaire. C'est aussi un homme politique. Exactement, il est aussi là pour accompagner un petit peu la politique globale qui est menée aux États-Unis, ça c'est sûr. Malheureusement, le FOMC, ce n'est pas que Powell, c'est tous les membres du FOMC. Et quand on regarde ce que nous disent les membres du FOMC, il y a des indicateurs, ils nous disent est-ce qu'ils ont plus peur des risques à la hausse sur l'inflation ou à la baisse? Dès juin, ils nous disaient qu'ils voyaient plus de risques à la hausse. Sur le déroulé du FOMC, on a eu ce qu'on appelle le dot plot. Le dot plot, c'est la vision des différents membres du comité, des 18 membres du comité, sur quel sera le chemin d'évolution des taux courts dans les années à venir. Juste c'est important la méthodologie. C'est d'ailleurs un travail qui est fait personnellement par chaque membre, chaque participant du FOMC. C'est pas quelque chose qui est négocié pendant la réunion. Et donc chacun des 18 participants, il y a 6 non-votants, je crois, dans les participants, donne le niveau de taux directeur qu'il anticipe pour cette année, pour 2022, pour 2023. Et jusqu'en 2024, et puis sur le très long terme. Sur le très long terme. En effet, ils sont 18 à la Fed. On a 12 votants.
sur les 12 votants, on a 7 membres du board des gouverneurs, on a le membre de la Fed de New York, et ensuite on a 4 votants qui sont des Fed régionales et avec un système de rotation. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il voit des taux courts qui remontent certainement plus agressivement que ce que le marché attendait. Ouais. Là où le marché était passé d'un cycle potentiel de hausse de taux, dans le passé, c'était 4 hausses de taux par an, le marché s'attendait plutôt maintenant à 2 hausses et demie par an. Le FOMC nous dit, ou les membres du FOMC plutôt, c'est pas vraiment Powell, je comprends. Ils nous disent, bah non, c'est plutôt 3, 3,5, voire 4, comme dans les précédents cycles. Et ça, le marché a été assez surpris de ça. Et ça, vous dites, ce dot plot, qui est un outil de communication controversé, parce que ça n'est pas la forward guidance officielle, ouais. Mais en même temps, c'est un nuage de points auquel le marché réagit souvent. Et là, vous dites, il y a peut-être un faux signal dans ce qui est dans le message qui est envoyé à travers ce nuage de points. Exactement. Quand on regarde la significativité de ce dot plot, elle est assez faible. Et quand on regarde la réaction des taux, désolé d'être un peu technique, mais quand on regarde les contrats courts, le dot plot, le nouveau point qui avait surpris les marchés, c'est le point 2024. Décembre 2024, on est à 1,75 dans le dot plot sur la médiane. Le marché sur les contrats décembre 2024 price déjà plus de 1,60. Donc c'est quelque chose qui est venu de 1,30 cet été. C'est quelque chose qui a énormément convergé, qui est déjà en ligne avec pratiquement ce dot plot-là. Sauf qu'en effet, ce dot plot n'est pas la Fed. Ce dot plot ne reflète pas le fait que ces 18 membres ne sont pas tous votants, que Powell est certainement beaucoup plus dovish et que la moyenne du comité est beaucoup plus dovish que ça. Cette hausse de taux, elle reflète aussi des réactions différentes d'autres banques centrales. On a vu la Banque d'Angleterre, on a vu la Banque de Norvège, on a vu la Banque de Corée, 3 grandes banques centrales qui ont monté les taux. La seule chose, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes mandats que la Fed. Si on prend l'Angleterre, le seul mandat de la Bank of England, c'est l'inflation. Ouais. Et là, clairement, il y a vraiment des choses à faire. Si on prend la Banque de Norvège, on est sur inflation plus activité générale. Plus croissance, oui. Plus croissance. Et là, avec la hausse du pétrole, la Norvège, est un peu en surchauffe. Ouais. Et si on prend la Banque de Corée, c'est assez intéressant. C'est pas du tout la surchauffe de l'économie ou la hausse de l'inflation. C'est des risques sur la stabilité financière liés à l'endettement du pays. Donc en fait, on a tout un tas d'effets qui viennent rajouter à ce que nous a dit le FOMC et qui viennent faire monter les taux. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, on se focalise sur les taux américains, mais on voit tout de suite les effets de contagion que peuvent avoir une hausse de 20-30 points de base du 10 ans américain. Ça s'est reflété automatiquement, immédiatement sur les taux européens. C'est vraiment juste une histoire de contagion, ou est-ce qu'il y a une histoire européenne aussi autour, je sais pas, de changement de perspective macro, de changement de politique monétaire ? Je ne pense pas qu'il y ait de changement de politique monétaire à prévoir rapidement. On voit bien, on a le comité de Sintra en ce moment où on a eu l'introductory statement de Lagarde. Hier, on voit bien qu'elle reste dovish, que les membres cœur du comité restent extrêmement dovish. On a sur les taux européens quelque chose qui réagit beaucoup plus à l'inflation. Je disais qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'accélération de l'inflation. Non, elle est élevée sur un plateau, mais il n'y a pas d'accélération. Dans la phase en zone euro, on est vraiment sur une autre dynamique. Si on prend les points morts d'inflation en zone euro, à partir de la revue stratégique qui était le 12 juillet cette année, les points morts d'inflation ont monté pratiquement de 40 BP en zone euro. Quand on regarde au final les taux réels, donc qui sont les taux nominaux moins les anticipations d'inflation, en zone euro, on a des taux réels qui sont relativement stables, qui ne bougent pas, et en fait un marché qui reflète juste le fait que les anticipations d'inflation de la BCE sont peut-être un peu trop en retrait par rapport à ce qu'on va avoir. Je ne dis pas qu'on va avoir une inflation qui, pendant de nombreuses années, va monter, mais sa révision, quand en septembre, ils ont revu leurs objectifs d'inflation sur 2022 à 1,7%, très clairement, c'est certainement en dessous de ce que pense le marché et certainement, ça sera revu à la hausse. De là à imaginer que la BCE puisse enclencher une hausse de taux fin 2023, c'est ce que le marché nous dit aujourd'hui, Nicolas ? C'est plus qu'une hausse de taux fin 2023. C'est beaucoup plus qu'une hausse de taux. Il faut avoir en tête, donc le principal taux directeur, maintenant, c'est pas le taux directeur, c'est le taux de dépôt, à moins 0,50. Si on prend ce que nous donnent les contrats Euribor à fin 2023, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pratiquement trois hausses de taux de 10 BP de la BCE qui est attendue pour fin 2023. C'est quelque chose. Oui, considérant des hausses de taux sur un rythme de 10 BP. D'accord. Oui, bien sûr. On voit pas de 25 points de base. D'accord. Et ça, c'est trop agressif aussi. C'est beaucoup trop agressif. C'est vraiment beaucoup trop agressif. Même si, et c'est encore un membre de la Banque Centrale Européenne qui nous disait hier,
Oui, peut-être que 2022, il va falloir le revoir à la hausse, mais 2023 et au-delà, ce n'est pas quelque chose qu'ils verront pour le moment à 2%. Donc il n'y a pas de hausse de taux à prévoir. Le marché anticipe certainement beaucoup trop. Nous, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à aller contre dans nos portefeuilles, à acheter plutôt ces points de courbe qui nous paraissent assez attractifs, parce que 3 hausses de taux de 10 BP de la BCE, c'est quelque chose que l'on n'achète pas globalement. Je comprends. Pricing trop agressif en euros, Oui. aux États-Unis peut-être même également. En conclusion, ça veut dire que le mouvement de hausse de taux qu'on connaît aujourd'hui, qui est une hausse du taux réel, notamment aux États-Unis, c'est un mouvement qui va assez vite atteindre une limite, Nicolas ? Alors, comment le dire ? En fait, malheureusement, il y a des effets assez techniques sur les taux américains. Quand on voit, aujourd'hui on est à 1,50, en juin on était à 1,50, donc au final on a corrigé des excès. Ces excès c'était quoi ? Ces excès c'était 2 principaux facteurs. Le rebalancement de beaucoup de portefeuilles qui étaient soit des 60-40 aux États-Unis, soit des fonds de pension aux États-Unis. Quand on regarde ce qu'on appelle les funding ratios, c'est-à-dire la capacité ou la solvabilité de ces fonds de pension, elle est revenue à des niveaux extrêmement élevés. Elle est revenue à des niveaux élevés. Pourquoi ? Pas parce que les taux sont bas, mais parce que les actions sont très hautes. Ça les incite à rebalancer leur portefeuille sur de l'obligataire américain. L'autre chose, c'est quelque chose qui est lié à la politique de financement du Trésor américain. Le Trésor américain s'est fait une espèce de trésor de guerre qu'on appelle le Treasury General Account au sein du bilan de la Fed. Et le compte courant du Trésor à la Fed. Le compte courant, exactement. Ces excédents de trésorerie, on voit qu'en zone euro, ça existe. Par exemple, la Grèce a des excédents de trésorerie en termes d'émissions qui sont extrêmement forts. C'était extrêmement fort aux États-Unis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit cet excédent de trésorerie de façon extrêmement brutale. On est passé de 1700 milliards de dollars au jour à 200 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins d'émissions du Trésor. Ouais. Cet afflux de cash est parti du bilan de la Fed pour se retrouver dans le bilan des banques. Les banques se sont mises à acheter des trésoreries. Donc en fait, on est sur une correction des excès. Pourquoi ? Parce que ce 200 milliards, il ne va pas pouvoir plus baisser. Ouais, il va même avoir tendance à remonter. Ouais, donc dans les mois qui viennent, certainement ces effets techniques de rebalancement, il y aura plus de papier. Ça peut amener un peu plus de hausse de taux aux États-Unis. On sera relativement limité dans ces hausses de taux-là. En zone euro, ça nous paraît peut-être encore pouvoir monter un petit peu parce que les chiffres d'inflation, on commence à les avoir. On a eu les chiffres d'inflation ce matin en Espagne qui étaient plutôt bons. On va avoir l'Allemagne demain, on va avoir la France demain et l'Europe après-demain. C'est quelque chose qui peut continuer à faire monter, mais qui nous paraît relativement limité. Merci beaucoup Nicolas pour ces explications précises, techniques. On a pris le temps effectivement de faire un peu de technique de marché pour expliquer ce mouvement de remontée des taux longs sur les marchés américains et par effet de contagion sur les marchés européens. Nicolas Leprince qui est avec nous, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.